2018, nouvelle année, nouvelle vie, changer de vie, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Enquête de région. Alors le plus souvent on parle de changement de vie professionnelle, mais vous allez voir que ce changement peut aussi être beaucoup plus radical. C'est ce que nous découvrirons à travers le portrait de Siane, passé du masculin au féminin en renouant avec sa véritable identité. Vous verrez aussi comment se prépare un changement de vie dans une ferme de laine. D'anciens détenus réapprennent à vivre un quotidien normal avant de retrouver une liberté totale. Un quotidien normal, c'est aussi ce qui attendait Valérie, qui est retournée à l'école après avoir connu le rythme trépidant de la vie politique. Et puis d'autres, comme Christine, décident de tout plaquer du jour au lendemain. Changement radical de vie professionnelle, de la comptabilité à l'élevage de chèvres, par exemple. C'est ce que vous verrez dans un instant. Enquête de région, c'est parti. C'est un esprit féminin dans un corps masculin. J'aime pas le foot. J'aime les messages. Je la trouve cool, je la trouve ouverte. À mon âge, un concours. Avec le risque, si on n'arrive pas à rebondir, de pouvoir se retrouver rapidement submergé par le vide. J'ai demandé plusieurs fois à retourner en détention car je me sentais étouffé. Les 2-3 premiers jours, on a un peu de mal à dormir. Tout le monde est content, que ce soit les gens en réinsertion ou les gens qui viennent chercher des légumes. Sans doute un peu d'inconscience, une vraie motivation, ça c'est sûr. Peut-être un peu de folie, certainement. Parfois on a des surprises, il y a des cloisons sur lesquelles on met 2 jours. Prendre un nouveau départ dans la vie. Pour aller plus loin sur cette question passionnante, nos deux invités, Catherine Negroni, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille 3, spécialiste de la reconversion professionnelle, et Guillaume de Fonclare, écrivain et romancier, ancien directeur de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. C'est une maladie génétique qui a changé votre destin. On en parle dans un instant. Merci à tous les deux d'être avec nous et à tout à l'heure. Mais pour commencer, nous allons faire la connaissance de Siane. Après 50 ans passés dans un corps qui n'était pas le bon, Siane a enfin trouvé l'accord parfait. Un long chemin pour mettre ce corps en harmonie avec son esprit. Changer de vie n'est pas toujours un choix, vous allez le voir. Parfois, l'évidence s'impose d'elle-même. C'est alors un véritable bras de fer qui commence avec l'état civil d'abord, mais aussi avec ses proches. Portrait signé Myriam Schelcher et Antoine Morvan. La femme trans, pour moi, je la vois plus en fait. Je vois pas de différence. Je me sens bien juste avec la personne qu'elle est en fait, c'est tout. Je me pose pas de questions. Non, j'ai pas choisi d'être trans. Et croyez-moi, ça aurait été bien plus facile si j'avais été un mâle, alpha, blanc, hétéronormé, binaire, qui se taperait des bières en regardant le foot. Mais Tu peux te taper des biens en regardant. j'aime pas le foot. J'aime les messages. Et la bière, ça fait grossir, c'est pas bon. Je la trouve belle, je la trouve cool, je la trouve ouverte, je la trouve un peu cynique, un peu tatillonne et j'aime bien. La femme est totalement là, totalement présente, elle n'a plus aucune inquiétude, angoisse ou question. Est-ce que je dis vrai, pas vrai? Non, je suis une femme, c'est évident. Voilà, de dire Ça pourrait aller plus vite, ouais, parce voilà. que je peux pas avoir rendez-vous avant, etc. Voilà. Je pense que c'est grâce à elle si ma transition se passe bien en fait. Parce que je sais qu'elle me montre le chemin au final. Si Siane n'a pas toujours été une femme aux yeux du monde, elle en est une aujourd'hui. Une femme transgenre, déterminée et revendiquée. Ce que j'étais avant, c'est un esprit féminin dans un corps masculin. C'est tout. Ce qui est important, c'est la mise en conformité. C'est d'être en accord, qu'il y ait un accord corps-esprit, que l'extérieur soit en lien avec ce qui est à l'intérieur. Siane a entamé sa transition il y a 5 ans. Elle a aujourd'hui une nouvelle carte d'identité avec son nouveau prénom et un genre féminin. Mais tous ces papiers ne sont pas encore au diapason.
Mais au niveau de ma carte vitale, ici, j'ai encore un 1, alors que ça devrait être un 2, et puis un prénom qui n'a rien à voir avec celui que j'ai. Siane nous cache son ancien prénom masculin. Comme toutes les personnes trans, elle l'appelle son dead name, un prénom mort, une blessure, comme tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Par exemple, sur le numéro d'INSEE, on retrouve encore ce genre de choses. Donc là, j'ai eu un mouvement d'humeur. Hein. J'ai enlevé ce qui était indiqué là. C'est une gifle. C'est comme si on me crachait à la figure. C'est insupportable. C'est une non-reconnaissance de mon identité de genre. Donc déjà un manque de respect. Et puis plus profondément, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Siane avait posé 2 conditions à ce portrait. Pas de prénom d'avant la transition, pas d'image non plus. Elle a finalement accepté de regarder ce clip avec nous. Je vais juste faire un tour. Je descends exilé. Ce chanteur à la voix rocailleuse, c'était elle, Siane, il y a quelques années. C'est une de mes incarnations. J'ai envie de dire comme ça. C'est une incarnation d'avant. Moi, je ne me reconnais pas dans cette image-là. Non. Cette personne-là, C'est un masque. c'était un masque. Oui, c'est un masque. Totalement. Mais c'était un homme marié, père de famille. Ben, un homme, je suis pas sûr. Marié, père de famille, oui. Oui. Oui, oui. Très malheureuse. Siane a été mariée pendant 25 ans avec la mère de ses 3 enfants. Toute une vie a refoulé cette féminité profonde ressentie dès l'enfance. À l'approche de la cinquantaine, elle a tout jeté par terre. Divorce, burn-out, elle a touché le fond de son mal-être avant de frapper à la bonne porte. Celle d'un médecin généraliste, devenu le docteur des personnes trans. Je me souviens bien de ce qu'il avait en face de lui. Je crois que j'ai même eu quelques soucis à formuler ma demande par rapport à lui, en disant je me sens pas trop masculin, quoi. En prenant les choses comme ça. Et il m'a regardé, il m'a dit oui, c'est évident, vous êtes une femme. Waouh. Waouh. Pour la première fois, j'entendais ça. Pour la première fois, quelqu'un en face de moi voyait mon évidence. Cette évidence que j'avais, dans laquelle j'étais dans le déni avec cette question-là. Première fois en 49 ans? La première fois, oui. Ouais. Oui, je me souviens très bien, c'était le 30 août 2012. On répare le désordre. Le désordre, c'est pour des raisons que la médecine ignore, je suis femme, et dans un corps d'homme. Et nous allons essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est-à-dire je suis femme et j'ai un corps qui correspond à ce que je suis. C'est mon créateur, c'est mon... Je plaisante en disant ça, c'est pas la première fois que je le dis. Mais c'est lui qui m'a mis au monde, quelque part. C'est lui qui a permis à Siane d'exister. Sur les 170, 180 personnes que j'accompagne, il y a 2 fois où j'ai pas eu l'évidence. 2 fois où j'ai dit mais je rencontre pas une femme. C'est pas une femme que je rencontre, c'est toujours un homme. Donc pour toutes les autres rencontres, c'était évident que je rencontrais un homme ou une femme dans le genre, quoi. C'est-à-dire que cette femme vient me dire mais je suis une femme, bah oui. Sauf 2 fois. C'est la technique. De traitements hormonaux en intervention chirurgicale, Siane met progressivement son corps en harmonie avec son être. Non, la progestérone naturelle, effectivement, n'est pas plus variable dans le temps. Dans sa nouvelle vie, elle développe aussi un nouveau métier. L'ancienne conseillère en insertion accompagne désormais une 50aine de personnes trans dans leur parcours. Vu que j'étais bien entamée dans ma transition, que j'ai eu mon changement de prénom, mon changement d'état civil et tout, j'ai dit ça sert à rien d'en parler. Du coup, j'ai rien dit. T'as rien dit du tout? Non, rien du tout. Et on m'a jamais posé de questions pour le moment. Donc, du coup, j'avance. Ça rassure. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Aujourd'hui, elle voit Zélia,
jeune femme trans de 18 ans. Au début de la transition, c'est compliqué de montrer la renaissance. On n'est pas d'un coup comme ça, ce qu'on est à l'heure actuelle, ça prend du temps. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Pour nous comme pour les autres. C'est un peu mal parler d'une personne en disant que c'est un GPS, mais c'est résumé, enfin c'est, comment dire, ça ressemble un peu à ça en fait. C'est grâce à elle qui nous conduit au bon chemin et du coup voilà, je veux dire, avant c'était pas comme ça, je veux dire, et puis sans elle ce serait peut-être pas comme ça à l'heure actuelle. Ouais, je résumerais Sian à un GPS. Et bien si les GPS ont ma voix, ça risque de poser quelques problèmes. Je vois à travers elle tout le travail qui a été accompli par celles qui nous ont précédées, et puis sur les changements d'état civil, sur les changements de genre. Et encore, il y a du travail. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la question d'avoir des enfants. Le combat va continuer sur d'autres questions, mais petit à petit, on parviendra à avoir les mêmes droits que... Voilà, on sera considérés réellement comme des citoyennes à part entière. Et ça, c'est le but à atteindre. Avoir les mêmes droits et être considérés comme des citoyennes à part entière. Parce que comme ça bougera pas. 1, 2. Sian, la militante, devenue présidente de l'association En Trans, elle se bat sans relâche contre les discriminations et les violences dont sont victimes les personnes trans. La transidentité n'est pas une pathologie, c'est l'environnement qui est pathogène. Ce jour-là, elle donne une conférence à de futurs assistants sociaux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Quelles images vous avez quand vous entendez ce terme transsexuel? Ça vous fait penser à quoi? Un sexe. Voilà, ça se limite à ça. Alors transsexuel, c'est un terme qui vient de la psychiatrie. Est-ce que ça vous plairait d'être défini par une maladie psychiatrique? Pas trop, hein. Bah moi c'est pareil. J'ai pas envie qu'on me définisse comme une maladie psychiatrique, c'est pas comme ça que je me vis, c'est pas comme ça que je me vois. Et du coup, quel mot correspondrait le plus à qui vous êtes en fait? Trans. Femme trans. Je pose la question par rapport à vos enfants. Comment ils vivent votre transformation? Parce qu'ils ils vous ont connu en tant que père. Oui, je suis toujours leur père, ça n'a pas changé. Donc vous êtes toujours leur père? Oui. Tout en l'étant. Mais il parle au féminin. C'est madame papa. Je vais pas leur demander de m'appeler maman, puisque je suis pas leur mère. Déjà, c'est compliqué pour eux, je vais pas compliquer tout en plus, quoi. Sauf que c'est gênant quand je fais du shopping avec ma fille. Papa, t'as vu ce petit haut? Ça va. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, quoi. C'est un petit peu gênant. Pendant 1 heure, Sian questionne, interpelle, provoque, alterne l'humour et l'émotion. Alors mon père m'a dit quelque chose de très sympathique, qui m'a plombé pendant des mois. Il m'a dit, t'es un beau mec, tu serais une femme moche. C'était ses dernières paroles avant de mourir. Plus que tout, la conférencière tord le cou aux préjugés et aux clichés sur les trans. Chaque fois que je me regardais, alors évidemment. On m'a déjà posé la question lors d'une intervention, disant, et vous êtes opéré ou pas? Je dis, en quoi ça vous regarde, quoi? Franchement. En quoi ça vous regarde? Est-ce que je suis opéré ou pas? C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a sous ma jupe, hein. C'est bon. Ne présumez pas la sexualité par rapport au genre de la personne. Et là, ça rejoint... c'est là où il y a des points de connexion entre identité et orientation. C'est pas parce que je suis une femme trans que je préfère les hommes. C'est pas parce que je suis un homme trans que je préfère les femmes. Ça n'a rien à voir. En changeant de vie, Sian a aussi changé d'entourage. Les anciens amis se sont détournés, ou alors c'est elle qui les a rayés de son carnet d'adresses. Sa vraie complice aujourd'hui, c'est Marie, rencontrée il y a 3 ans. C'est mon amie, ma grande sœur. Il n'y a pas tant d'années que ça entre nous. Et elle a beaucoup plus de classe que certaines femmes cisgenres. Par opposition à transgenre, cisgenre désigne celles et ceux dont le genre ressenti correspond à celui donné à la naissance. Alors? T'es où? T'as dit ça? On t'a perdu. Ah ouais. Au fil de leur amitié, Marie a appris à utiliser les mots justes. Cis, hétéro, alpha, etc., etc. Mais ça ne me dérange pas qu'elle soit cis. Non, ça me dérange ça pas, va? Finalement, non. Voilà. Je pense qu'on a toutes les deux. On a été au-delà de cette différence. Oui.
Et on Merci a chacune de nous quelque chose à apporter à l'autre, justement, parce que il y a peut-être quand même cette, je sais pas si je peux dire différence, mais oui, il y a quand même une différence. Moi, je suis ici. T'es plus petite que moi, oui, c'est vrai. C'est une différence. Toutes ces notions, si on pouvait les dépasser une fois pour toutes, que ce soit la binarité du genre, que ce soit cette... soit on est là, soit on est là, soit on est là, soit on est là, non. Le genre, c'est un... Voilà. On peut aimer, on peut... En fin de compte, le principal, c'est d'être heureux. Après... Là où est sa zone de confort, il faut être là où est sa zone de confort, là où on se sent bien. Pour Siane, c'est le cas désormais. En assumant sa transition, elle dit être passée du noir et blanc à la couleur. Voilà, et si vous voulez connaître plus avant cette association En Trans que préside Siane, je vous invite à découvrir sa page Facebook pour le partage d'informations liées aux différentes manifestations, conférences ou autres débats. Changer de vie, ça se prépare, en particulier dans le domaine de la réinsertion. Dans l'Aisne, un lieu unique en France, la ferme de Moyenbry accueille une trentaine de détenus en fin de peine pour les aider à renouer avec une vie sans barreaux. Ici, on les appelle des résidents. Joanne, Lionel et les autres travaillent, se prennent en charge dans un environnement certes très encadré, mais qui n'a pour seule limite que l'horizon. Voyez ce reportage à Coucy-le-Château de Marie Roussel et Gérard Payen. C'est un lieu totalement atypique, un grand corps de ferme isolé, tout au bout d'un chemin, cerné par les bois. Ni clôture, ni barreaux, l'horizon pour limite. Tous les hommes qui vivent ici se promènent librement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Pourtant, ils sont encore pour quelques mois des prisonniers. Condamnés pour la plupart par une cour d'assises, ils purgent la fin de leur peine en milieu ouvert. Et réapprendre la liberté n'est pas si facile. Imaginez, vous restez enfermé dans une cage 6 mètres sur 3 mètres et d'un seul coup, on vous donne 22 hectares. Alors 22 hectares autour de vous quand vous êtes resté cloîtré pendant des années en ayant 1 heure de promenade le matin, 1 heure de promenade l'après-midi, ça fait très peur. C'est pour ça que j'ai demandé plusieurs fois à retourner en détention, car je me sentais étouffé. L'air pur d'ici m'étouffait. Il aura fallu 5 mois à Lionel pour apprivoiser son nouvel environnement. C'est un espace qui vous donne la possibilité, quand vous avez des colères, quand vous avez des pensées qui sont négatives, d'aller marcher. C'est très important pour une personne comme moi qui est restée des années incarcérée. Je pense que ça peut que m'aider. Techniquement, l'évasion est possible, mais très rares sont les détenus qui s'y risquent. La sanction serait immédiate, retour à la case prison. 5 jours sur 7, la matinée est consacrée au travail. La ferme est spécialisée dans l'élevage de chèvres, la confection de fromage et le maraîchage bio. Il faut aussi entretenir les bâtiments et les serres. Une manière de renouer avec le respect des horaires, le sens des responsabilités et la prise d'initiative. Lionel voit déjà du changement. J'étais très fermé, moi. Je suis une personne qui a tellement été déçue par les autres que je m'éloignais d'eux. Et tellement que j'ai eu de problèmes dans ma vie avec des décès aux personnes que je me suis attaché, et ben j'ai pensé plutôt fuir les gens que m'attacher à eux, quoi. Et après, j'ai rencontré Laura, j'ai rencontré Jean-Marie, j'ai rencontré Polo, j'ai rencontré des gens ici qui sont vraiment des personnes avec qui, comme je vous disais, que vous pouvez parler, vous pouvez vous confier, ils se confient à moi, et c'est un chemin qu'on fait ensemble. À la manœuvre en cuisine, Johan. Tous les jours, il fait à manger pour une trentaine de personnes, un contrat d'insertion payé 680 € par mois. Dans 3 semaines, il sera définitivement libre. Ça fait un peu flipper, on va dire. Pourquoi ? Se retrouver tout seul, devoir tout gérer dehors. Parce qu'ici, on est bien. On nous prend les loyers sur le salaire. Le matin, on a les douches et tout ici, dans les pioles et tout. Mais bon, après, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous encadrer, mais dehors, on est lâché. Donc c'est débrouillez-vous pour tout, quoi. Midi et quart, le déjeuner. Il est pris en commun.
une autre des obligations. On dirait Depardieu. Détenus, encadrants salariés et bénévoles partagent la même table. Une après-midi par semaine a lieu la sortie attendue par de nombreux détenus. Une virée au centre commercial situé à quelques kilomètres. S'ils font régulièrement des sorties culture ou loisirs, celle-ci est la seule où ils peuvent déambuler librement. Le luxe de l'anonymat et la possibilité de dépenser son argent comme Monsieur Tout-le-Monde. Au début, vous savez, quand je suis arrivé ici il y a 8 mois, j'étais vraiment surpris de pouvoir arriver dans une grande surface au bout de plusieurs années. C'était vraiment... j'avais plus la portée de l'argent. Je ne savais plus ce que c'était que l'argent. J'étais vraiment perdu. J'ai acheté un portable, je me rappelle comme aujourd'hui. J'ai donné mon portefeuille au gars. Je dis au gars, servez-vous. Je ne comprenais plus rien. J'étais vraiment perdu 100%. Seul accompagnant, Philippe Deboc garde un œil discret sur sa troupe. Il y a une douzaine d'années, il était lui-même à la place de ses détenus. Une fois sa peine purgée, il est resté à la ferme comme encadrant. À Simon. À Grand Simon, ça serait bien ça. Je sais ce que c'est. Je pense que c'est ça, mon rôle. C'est plus un rôle de grand frère que d'encadrant. Oui, par exemple, vous ne regardez pas ce qu'ils achètent. Non, jamais. Jamais, j'en fais confiance. Je ne veux pas être déçu non plus. Je ne veux pas être déçu. Je ne suis pas là comme gendarme. Au début, ils vont nous fouiller notre sac. Rien du tout, rien. Ils ne fouillent même pas les sacs. Là, c'est vraiment une confiance, ils ont vraiment confiance totale en nous. Nous retrouvons Johan, le cuisinier. Bonjour. Je viens pour l'entretien. Ok, pas de problème. Tout l'après-midi, les rendez-vous réinsertion vont s'enchaîner. Psychologues, addictologues, personnel pénitentiaire et assistantes sociales, car trouver un emploi et un logement est une priorité. Donc tu as mis tes compétences, donc c'est plus dans la cuisine? Oui. Uniquement dans la cuisine ou non, tu as fait d'autres choses? Tu as été agent de sécurité? Tout ça, ouais. D'accord. Tu avais la carte professionnelle? Non. Non, à l'époque, il la demandait pas. Non, non. Parce que maintenant, tu sais qu'il faut un certificat spécifique. Il n'y a qu'un casier judiciaire, c'est fini. C'est mort. Donc voilà, c'était pour t'expliquer Oui. que il faut pas t'orienter dans la sécurité. Non, non, non. Mécanicien automobile, tu avais un contrat, un CDD, un CDI? Non, j'étais au noir. Oh, c'est pas bien de dire ça. Tu sais que le travail au noir n'est pas autorisé. Je sais, ce n'est pas autorisé, mais bon. Bon, c'est une première insertion, entre guillemets. Oui. Mais voilà, maintenant, il va falloir que tu sois bien carré Oui, dans tes démarches. Après leur journée, les résidents peuvent regagner leur chambre. Celle de Johan n'est guère plus grande que son ancienne cellule, mais il en a la clé, il y est seul et il n'y a plus de barreaux aux fenêtres. Là, on n'entend pas taper dans les portes, on n'entend pas surveillant, venez ici, surveillant, venez là. Le matin, on se lève, il y a un peu de vent, il y a les oiseaux qui chantent. C'est tip-top. Ces sons différents, ça vous a interloqué? Ça perturbe un peu. Les 2-3 premiers jours, on a un peu de mal à dormir, mais après, c'est bon, on s'y fait. C'est trop silencieux? Ben ouais, c'est trop calme. D'un coup, trop de calme, on se dit, mince, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais bon, après, au bout de 3-4 jours, c'est bon, on s'y fait. Chaque semaine, ces hommes vendent le produit de leur travail au sein d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. 140 paniers de légumes bio, des yaourts et des fromages de chèvre que les habitants du coin viennent chercher à la ferme. Merci à vous. Et c'est bon pour tout le monde est content, que ce soit les gens en réinsertion ou les gens qui viennent chercher les légumes, ça profite à tout le monde, donc c'est une initiative à encourager. À 18h, Jérôme Maury prend son service. C'est le veilleur de nuit de la ferme. Bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un oubli de fermeture de porte et de lumière. Jusqu'au lendemain matin, il sera seul avec la vingtaine de détenus. Qu'est-ce que vous surveillez, une éventuelle évasion? Non, pas du tout. Je regarde surtout s'il y a du chauffage, les fenêtres s'ils sont fermées, aussi surtout si la porte est bien fermée. S'ils n'ont pas laissé les fenêtres ouvertes, des fois que s'il y en a des gens de dehors, des malveillants peuvent venir arriver à nous, on va dire, nous cambrioler, on va dire. Vous n'êtes pas un surveillant de prison? Pas du tout, pas du tout. Jérôme, lui aussi, est passé par la ferme après une peine de prison. À sa sortie, il a travaillé comme plombier, puis s'est vu offrir un CDI plutôt bien payé en usine. CDI qu'il n'a pas hésité à casser quand la ferme a proposé de l'embaucher.
J'ai démissionné pour travailler à la ferme, pour pouvoir aider le maximum de gens qu'il y a ici, qui ont besoin. On ne peut pas aider tout le monde, mais ceux qui ont besoin d'aide, je serai là pour eux. Vous êtes payé autant qu'en CDI? Non, 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 non. Si je divise mon salaire par deux. Une cinquantaine de détenus passent chaque année par la ferme. Plus de la moitié la quittera avec du travail ou une formation. Alors qu'en France, 80% des sorties de prison sont dites sèches, c'est-à-dire sans accompagnement, Moyenbry reste pour l'instant une initiative unique. Là, aujourd'hui, je suis prêt à sortir. Je suis prêt à sortir. Ah ouais, là, je suis... En quelques... Voilà, je prends tout à fait confiance. Tout. J'ai vu la souffrance qu'il y a sur la terre. Mais là, je comprends beaucoup que j'étais complètement à côté de la plaque. La prison ne m'a pas changé du tout, parce que la prison ne m'a rien rapporté. Et c'est surtout la ferme qui m'a rapporté beaucoup. Vous voyez, je regarde les oiseaux et je me dis, il y a des mecs en prison qui sont en train de tourner en promenade, là, ils les voient même pas. Et je crois que ces gens, il faut les aider. C'est pour ça que d'avoir témoigné aujourd'hui devant votre caméra, ça ne me dérange pas. Car si ça peut leur apporter quelque chose, qu'ils viennent ici. Parce qu'on n'est pas tous que des mauvais garçons. Alors parfois, la vie ne vous laisse pas le temps de vous préparer au changement. C'est ce qui est arrivé à notre premier invité, l'écrivain et romancier Guillaume de Fonclare. Bonjour. Bonjour. Vous étiez le directeur de l'historial de Péronne dans la Somme et c'est la maladie qui a changé votre vie. Effectivement, en 2010, j'étais contraint de quitter mon travail de directeur pour des raisons médicales liées à l'apparition d'une maladie neuromusculaire. Guillaume de Fonclare, vous dites ceci de très fort. Ce que la vie m'a donné est plus important que ce qu'elle m'a enlevé. Alors comment prend-on conscience de ça et est-ce qu'il vous a fallu du temps pour le réaliser ? Au début, c'est un choc. Hein. Quand je me suis rendu compte j'allais devoir arrêter de travailler parce que c'était plus possible. Physiquement, je ne pouvais plus. C'est sûr que la vie ne m'a pas apparu très favorable. Et puis, quelques années ont passé et je me suis rendu compte que, en fait, l'homme que j'étais n'était pas forcément quelqu'un de très estimable. Et j'ai fait un travail sur moi pendant toutes ces années de silence, en quelque sorte, qui m'a permis de me rendre compte que je suis une bien meilleure personne aujourd'hui que ce que je l'étais il y a 10 ans. Alors, vous êtes l'auteur de 4 ouvrages, dont les 2 premiers sont autobiographiques et couronnés de plusieurs prix. Dans ma peau, nous raconte 2 grandes guerres, celle de 14-18 et celle que vous menez contre la maladie. Pourquoi ce parallèle ? Mais il m'a paru à l'époque que c'était important que je témoigne sur ce que m'avait apporté ce musée. En tant que personne malade, j'étais très frappé d'être confronté comme ça quotidiennement aux souvenirs de la Grande Guerre. Ça m'a beaucoup apporté. Dans ma décision de partir, ça a été une grande aide. Vraiment, je ne me suis jamais comparé à eux, si vous voulez, mais j'ai eu le sentiment d'un compagnonnage, en quelque sorte, d'avoir été le témoin un peu souffrant, le témoin souffrant de leur propre souffrance. Alors, Guillaume de Fonclare, sans la littérature, dans quel autre domaine auriez-vous pu puiser la force de rebondir ? Alors ça, c'est une bonne question. Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que vraiment la littérature m'a sauvé. Ça a été une circonstance de vie tout à fait essentielle. L'année dernière, d'ailleurs, vous avez publié votre premier roman, Garbeau, sur l'histoire d'un espion de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un roman et vous êtes désormais écrivain et romancier à part entière. Est-ce que vous avez eu 2 vies ou est-ce que finalement c'est un prolongement logique de la première partie de votre vie ? Moi, j'ai le sentiment d'avoir eu 2 vies. Comme je vous le disais précédemment, j'ai été quelqu'un qui était plutôt carriériste, qui voulait gagner beaucoup d'argent, qui voulait avoir une grosse voiture, une grosse maison. Et je me suis rendu compte que l'existence, c'était pas ça, en fin de compte, que c'était d'être avec les gens qu'on aime, d'être proche de ceux qui vous aident, d'être reconnaissant à ce que la vie peut vous apporter. Et ça a vraiment été pour moi le démarrage d'une 2e vie. Une vie dans laquelle vous fondez riche, des projets aujourd'hui ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de projets qui viennent nourrir la personne que je suis que ce que j'en avais auparavant. Les projets que je peux mener sont beaucoup plus profonds et sincères, je pense.
Merci beaucoup, Guillaume de Fonclard, d'avoir accepté notre invitation. Alors, changer de vie, c'est aussi parfois revenir à sa vie d'avant. Une situation fréquente en politique, vous l'imaginez, lorsqu'un mandat s'achève, une vie foisonnante consacrée à la chose publique qui s'arrête net au détour d'une élection perdue. Alors à Saint-Quentin, par exemple, Valérie est passée du rythme trépidant d'un agenda surchargé au téléphone qui arrête de sonner du jour au lendemain, à ses relations qui se détournent. Elle a même dû repartir sur les bancs de l'école pour retrouver sa place au sein de l'éducation nationale. Voyez ce reportage, puisque Valérie a livré son expérience à Thierry Bonte et à Gérard Payen. Valérie Cum, proviseure adjointe, en stage au lycée Noël Collard de Saint-Quentin. La casquette aussi d'ailleurs. Passionnée de politique depuis longtemps, Valérie Cum est élue pour la première fois en 2004 et fait son entrée au conseil régional de Picardie. Elle rempile en 2010 et devient vice-présidente en charge des lycées. Dans le même temps, elle est élue maire de la ville de Péronne. Sa vie d'alors, c'est la politique, un travail à plein temps qui l'épanouit et occupe son existence 24 heures sur 24. Ça m'a énormément enrichi. Vraiment, c'est ce que j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir agrandir mes compétences sur certains domaines. J'ai rencontré de belles personnes, vraiment, qui m'ont apporté beaucoup. Voilà, j'ai résumé. Ça m'a enrichi. Son désir de politique vient de loin, avec un mentor familial, son oncle Louis Mexando, ancien ministre des PTT dont elle fut l'assistante parlementaire. Puis elle est remarquée par Vincent Payon, alors député de la Somme, qui l'encourage à persévérer. Elle s'installe donc à Péronne et brigue la mairie qu'elle remporte en 2008. J'ai senti quand même les Péronnais m'appeler, me dire leur ras-le-bol de la politique qui était menée depuis 19 ans. Et je crois que c'est ce qui m'a emmenée justement vers cette victoire. Mais en mars 2014, alors qu'elle est candidate à sa propre succession, Valérie Cum est battue d'un cheveu aux élections municipales. Du côté de Péronne, 4e ville du département, eh bien la ville renoue avec la droite. Valérie Cum, la candidate maire sortante d'Hiver Gauche, est donc battue 45,01% des voix. Alors là, pour le coup, tout s'arrête du jour au lendemain. Heureusement, j'avais encore la vice-présidence à la région qui m'a permis de remonter. Mais oui, tout s'arrête du jour au lendemain. Vous n'êtes plus personne. Le choc est très rude. Vite, il faut revoir tous les projets. Enseignante de métier, Valérie Cum avait obtenu un détachement pour se consacrer à la politique. Alors la défaite, c'est forcément le début d'une autre vie, comme le confie son amie Béatrice Lejeune. Le téléphone qui sonnait 50 fois par jour ne sonne plus que par les gens qui vous sont très proches. Là où vous pensiez avoir une vraie utilité en direction des gens, parce qu'ils savaient que vous étiez là et que vous pouviez les accompagner, vous disparaissez complètement. Vous savez, ça va très vite pour la population si vous n'êtes plus le maire. Donc vous ne pouvez plus apporter d'aide, vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est tout, on vous ignore. Moi, je compare ça un peu à un départ à la retraite non préparé, avec le risque, si on n'arrive pas à rebondir, de pouvoir se retrouver rapidement submergé par le vide et par la solitude, avec en plus des mandats d'élus qui créent des relations, mais ne créent pas forcément d'amitié. Le personnel aussi, vous avez du personnel pourtant avec qui vous avez passé, enfin pour moi, j'ai passé 6 années merveilleuses et qui du jour au lendemain, vous tournent le dos et partent avec le nouveau maire. Enfin bon, en même temps, vous me direz, ils sont fonctionnaires, ils sont bien obligés, mais enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vous chagrinent un peu. La force de Valérie, pour qu'elle tienne debout et qu'elle continue à avancer, c'est qu'elle avait su conserver sa famille et ses amis. Et lorsqu'on exerce les fonctions d'élu, on a tendance à être complètement happé par les autres et à oublier l'essentiel de ce qui fait nos fondations, à savoir notre famille et nos amis. Chose étrange, Sophia, je viens de trouver ça dans la cour. La logique aurait voulu que Valérie Cum réintègre automatiquement l'éducation nationale et retrouve son poste d'enseignante dans le secondaire. Pas si simple.
et s'est posé un problème, un vrai problème. C'était encore le recteur Beignet à l'époque. Et il me dit, Madame Cum, j'ai un vrai souci. Je ne peux pas vous réintégrer. Parce que je suis professeure de lycée professionnel. J'étais vice-présidente en charge des lycées. Je ne pouvais pas réintégrer un lycée, sinon il y avait conflit d'intérêts. Elle avait eu une belle carrière dans l'éducation nationale, mais à l'inverse, elle a eu aussi une très très belle carrière en tant que vice-présidente en charge des lycées. Et retomber sur ses pieds alors qu'on a côtoyé le recteur et tous les proviseurs, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc, et puis ce sentiment peut-être qu'elle a eu de ne pas être complètement accompagnée dans ses démarches personnelles. Donc on se retrouve un peu seul, oui. Il n'y en a pas beaucoup qui répondent au téléphone dans ces cas-là. Suivent alors quelques mois d'attente sans salaire, puis des missions temporaires. Une période d'incertitude angoissante. La solution, passer le concours d'admission dans le corps des chefs d'établissement. À mon âge, un concours, ça m'emballait pas trop. Par contre, la fonction m'a vraiment plu. Je me retrouvais un peu ce surbooking, j'ai envie de dire, au quotidien. Voilà, j'ai un peu l'impression de retrouver ma place en tant que mère. Enfin, voilà. Alors, dans le diagnostic, peut-être reprendre les élèves que vous avez eus ces dernières années en Ulysse, avec leur niveau. Mais les gens autour, comment ont-ils réagi ? J'ai ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts, en disant oh, super, voilà, on est content maintenant, on se tutoie, on est content de te voir, voilà, c'est normal que tu sois là. Et pour d'autres, c'était voilà, elle a été pistonnée, elle a rien à faire là. Et j'ai compris après pourquoi même le recteur insistait tellement pour que je puisse avoir le concours, pour gagner cette légitimité aux yeux de mes pairs. Et que ce soit indiscutable. Et que ce soit indiscutable. Voilà, ici c'est mon logement de fonction. Ça, c'est mes petits bagages pour repartir ce soir, puisque demain je suis en formation, je ne suis pas ici. Désormais, Valérie Cum alterne en effet sa semaine ici, au lycée professionnel de Saint-Quentin, et ses week-ends chez elle à Péronne, avec son mari, pas mécontent de la voir davantage que pendant sa carrière politique. Je la vois un peu plus souvent, quoique elle a un boulot qui lui prend beaucoup de temps aussi, notamment parce qu'elle a des contraintes d'astreinte sur son lieu de travail. Donc elle part 2 jours en début de semaine et 2 jours en fin de semaine, pour ça. Et je gère encore, même si les enfants sont grands, maintenant je me gère seul. Ils ont décidé qu'à partir du 1er janvier 2018, alors ça par contre personne n'en parle, ils ne ramassent plus les déchets verts. Toujours conseillère municipale d'opposition et militante politique, Valérie Cum reconnaît qu'elle a été plutôt chanceuse. Son statut de fonctionnaire d'État lui a en effet assuré une garantie d'emploi très précieuse. C'est évident que salariés du privé, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour retrouver un travail. Oui, c'est un privilège que nous avons. Mais la situation de Valérie Cum n'est pas totalement stabilisée. L'ancienne maire de Péronne est encore en stage et attend sa titularisation comme cadre de l'Éducation nationale. Celui qui nous enquiquine, qui empêche les autres de réussir, on n'hésitera pas à s'en séparer. Rétrospectivement, elle ne regrette rien. Sa fonction d'élu et l'exercice des responsabilités lui ont même rendu service pour aborder sa nouvelle vie. J'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Ça m'a enrichi, vraiment. Et à renouveler, je crois, parce qu'on a été piqué une fois. Et je vous l'ai dit, j'ai rencontré de belles personnes, vraiment de belles personnes. Et puis oui, puis voilà, je me suis enrichie, j'ai pris d'autres compétences, une autre stature, certainement. Donc, pour moi, c'est bénéfique, dans tous les sens du terme. La reconversion professionnelle est en bonne voie, mais la nostalgie d'une certaine effervescence est toujours présente, comme une petite drogue qui continue à faire secrètement son travail.
Reconversion professionnelle en bonne voie pour Valérie, donc, et c'est le même succès que l'on souhaite à Christine, qui, elle, a choisi le virage professionnel qui rythme désormais sa nouvelle vie. L'ancienne comptable a décidé de compter non pas les moutons, mais les chèvres Angora en se lançant dans l'élevage à Quesnoy-sur-Dole. Valérie repart de zéro, un véritable défi, un pari sur l'avenir que s'est lancé cette nouvelle chef d'entreprise. Elle a expliqué ses motivations à Yves Azernal et à Dominique Dumont. Au premier coup d'œil, on dirait des moutons, mais les apparences sont parfois trompeuses. Bienvenue dans la ferme de Christine. Cette ancienne aide-comptable s'est lancée il y a 2 ans dans l'élevage de chèvres Angora. Ces chèvres-là, parce qu'elles donnent une super laine, parce qu'elles sont super attachantes, parce qu'elles sont craquantes. Quand je les ai vues, j'ai craqué littéralement. Et Mathis ? Chaque animal a donc son petit nom et ses privilèges, comme manger dans sa propre gamelle, le petit plaisir de Mistinguette et Matisse. Les grands ne les laissaient pas trop manger, donc j'ai pris l'habitude de leur donner à manger à part. Donc ça c'est, on va dire, un peu du caprice maintenant, mais bon. Des animaux chouchoutés dont la toison vaut de l'or, le mohair, entre 250 et 800 € le kilo, des chèvres Angora, originaires de Turquie. Alors il y en a eu qui ont été importées une première fois mais qui n'avaient pas résisté aux famines. Et après elles étaient interdites de sortie de Turquie parce que leur laine si douce était réservée au sultan. Changer de vie, la solution s'est imposée à Christine comme une évidence il y a 2 ans, devenir agricultrice. Pas question pour elle de suivre son employeur à Paris et d'abandonner la ferme familiale. Alors c'est dans ces murs qu'elle a créé sa propre activité. Alors Christine, on est dans le centre-ville et pourtant vous habitez dans un corps de ferme. Tout à fait, ce qui est assez exceptionnel à l'époque d'aujourd'hui, mais c'est une ferme qui est dans ma famille depuis son origine. Là, il y a la partie habitation jusque-là, puis la partie chèvre, et puis les autres parties de stockage, de rangement. Avant, il y avait les chevaux de trait. Du temps de mon grand-père, il y avait les chevaux de trait qui étaient avant le tracteur. Pour moi, ce projet, c'était ici ou pas du tout. Pour son projet, Christine n'a pu compter que sur ses économies. Le souci, c'est que je ne peux pas être auto-entrepreneur ni micro-entrepreneur parce que je suis en fait en agricole. Donc il n'y a pas cette possibilité de se mettre en auto-entrepreneur. On ne peut pas non plus avoir les aides qu'ont les jeunes agriculteurs parce que je suis trop vieille. Dans cette caisse, la toison d'un seul animal, tondre une chèvre Angora, un exercice délicat. Christine fait appel à un professionnel, mais pour le nettoyage, l'opération la plus ingrate, c'est elle qui s'y colle. Alors là, je trie les laines, donc j'enlève les petits bouts de paille. Et ça, c'est important pour avoir une qualité optimum au niveau des fibres. C'est un travail très long à faire. Très long, oui. On passe en moyenne 2 heures par toison. Et parfois, on a des surprises. Il y a des toisons sur lesquelles on met 2 jours. Donc c'est vrai que c'est le travail fastidieux, le côté fastidieux de cet élevage. Mais on a les mains au chaud. Et la tête aussi, bonnet, fil à tricoter, chaussettes. C'est dans cette remorque que Christine vend ses articles en mohair, sur les marchés ou dans sa grange. C'est très doux, c'est très chaud, c'est très léger. Ça, je les vends autant pour les messieurs que pour les dames. Je dirais du coton. Ah non, c'est pas du coton. Des vêtements que Christine fait fabriquer dans le Tarn, comme tous les autres éleveurs de chèvres Angora en France. À elle, par contre, de les vendre. J'ai la chance d'être quelqu'un qui dialogue facilement avec tout le monde, donc ça facilite un peu les choses. Le côté commercial, c'est vrai que c'est pas toujours gagné d'avance. On essaye. En fait, ce qui est important, c'est de bien connaître son produit. Mes parents faisaient de la vente directe de tout ce qui était lait, beurre, œufs, pommes de terre. Donc, j'avais déjà j'avais déjà connu un peu cet aspect de vente directe. J'ai laissé un peu fermé dans le fond. On dirait des le fait que ce soit local, c'est très bien. Moi, c'est pas de la grande distribution, ça fait travailler un peu les gens du coin. Et puis le produit est original par rapport à ce qu'on peut trouver dans
le commerce habituel. Elle a fait surtout un pari sur son avenir, qui n'est pas évident, mais je pense que franchement, le plaisir d'être avec ses animaux et de créer quelque chose passe au-dessus de tout ça. Un plaisir qu'elle fait partager aux parrains de ses chèvres, comme Chloé. Cette jeune femme s'est vue offrir ce cadeau original par son père pour son anniversaire. C'est pas le cadeau que tout le monde reçoit, et Ouais, c'est sûr. les cheveux, oui. Je m'attendais pas du tout à ce type de chèvre. J'en avais jamais vu auparavant. C'est vrai que ça ressemble vachement à des moutons ou des gros bichons. Enfin, des grosses peluches à qui on a envie de faire des câlins. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il cherche les câlins, il cherche à se mettre bien. Il cherche, je vais pas dire un oreiller, mais un peu quand même. Ça permet de pouvoir acheter le foin pour nourrir les chèvres, etc. Et c'est vrai que, et en même temps, par le biais aussi des cadeaux en boutique, ça nous fait quelque part une vente garantie et c'est vraiment un soutien très important. De la comptabilité à la mise à jour de son site internet, Christine travaille seule et ne compte pas ses heures. Pour l'instant, son activité n'est pas encore rentable. Sans doute un peu d'inconscience, une vraie motivation, ça c'est sûr. Peut-être un peu d'inconscience, un peu de folie certainement, mais c'est vrai qu'à côté de ça aussi beaucoup de raisons, beaucoup de mesures et quand même une vraie volonté, une vraie motivation. Au bout de 3 ans, j'espère que ça fonctionne et que je pourrai dire oui, j'ai bien fait, j'ai pas de regrets. Ses premières chèvres sont arrivées en septembre 2015. Christine envisage d'agrandir son troupeau jusqu'à une 50aine de bêtes au moins. La reconversion professionnelle, c'est la spécialité de notre invitée à présent, Catherine Negroni. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Lille 3. Alors, ce changement de vie professionnelle, ce phénomène, il s'amplifie depuis une vingtaine d'années. Comment l'expliquez-vous ? Il s'amplifie depuis une vingtaine d'années. Enfin, surtout, effectivement, il y a 20 ans, eh bien, les gens pensaient qu'ils allaient avoir le même emploi tout au long de leur vie. Et effectivement, depuis 15-20 ans, depuis les années 2000, je pense qu'il y a eu une inflexion. D'une part, il y a un chômage structurel. Hein, le chômage structurel est là, c'est-à-dire que tout un chacun sait que le chômage est un risque qu'il court. Et donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a aussi une demande qui est formulée au travail. On attend du travail de plus en plus qu'il apporte une forme d'épanouissement personnel. Et le changement professionnel, finalement, s'inscrit, est à la croisée de ces deux éléments, à la fois ce chômage structurel et en même temps cette demande d'épanouissement professionnel qui est maintenant une demande qu'on retrouve dans l'ensemble des catégories socioprofessionnelles. Catherine Negroni, on imagine que c'est une décision qu'on ne prend pas évidemment du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps, au cours duquel on passe par plusieurs étapes finalement. Oui, tout à fait. Dans mes travaux, j'ai montré que là, je parle surtout de reconversion professionnelle volontaire, hein, c'est-à-dire une reconversion qui est décidée. Et j'ai pu identifier, à travers un certain nombre d'entretiens, de récits de vie auprès de personnes en situation de reconversion professionnelle volontaire, 5 étapes de la reconversion, c'est-à-dire que les gens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quel que soit leur âge, quel que soit le genre, passent par ces différentes étapes. Quelles sont-elles ? Alors, ces étapes sont la première étape, c'est-à-dire que la plupart des gens, la première étape, c'est ce que j'ai appelé la vocation contrée. C'est-à-dire que les gens racontent que finalement, le métier qu'ils ont occupé pendant plusieurs années, des fois pendant 15, 20 ans, eh bien finalement, ce n'est pas ce métier-là pour lequel ils étaient faits. Voilà, ils évoquent une forme de vocation contrée, de vocation qu'ils n'ont pu réaliser. Ça, c'est la première étape.
La deuxième étape, c'est l'étape du désengagement. Alors, ce qui caractérise cette étape du désengagement, c'est le fait de commencer à dire les difficultés qu'on a dans l'emploi que l'on occupe. Ça peut être effectivement une ambiance de travail qui devient difficile, ça peut être de la non-reconnaissance au travail, ça peut être même de la souffrance au travail. Donc voilà, il y a une forme de désengagement. Alors les trois autres étapes, Madame Negroni, s'il vous plaît, mais de manière brève, parce que c'est très intéressant de bien les distinguer, mais de manière un peu plus concise, s'il vous plaît. Oui, alors la troisième étape, c'est ce que j'ai appelé la phase de latence. Alors la latence, c'est effectivement un temps d'introspection, de réflexion, avant de sauter le pas, de passer à l'étape suivante, la bifurcation. Et la bifurcation étant le moment où effectivement il y a une prise de décision, la prise de décision de changer de vie, de changer d'orientation professionnelle. Et la cinquième étape qui est évoquée par l'ensemble des personnes que j'ai interrogées, c'est le réengagement. Et donc là, c'est s'inscrire dans une nouvelle vie, confronter cette nouvelle vie, prendre des mesures dans la réalité, c'est-à-dire entamer une nouvelle formation, un nouvel emploi, voilà. Voilà ces 5 étapes. Et quels sont les freins de ceux qui ne franchissent pas ce cap? Et de la même manière, est-ce qu'on réussit toujours sa reconversion? Est-ce qu'il n'y a pas un désenchantement parfois à l'arrivée? Mais d'abord, quels sont les freins de ceux qui ne passent pas qui ne franchissent pas l'étape? Eh bien, il y a des gens qui, effectivement, pendant des années, des mois, vont vous dire qu'ils sont pas tout à fait satisfaits de leur emploi, mais à un moment donné, eh bien, il va falloir se décider, est-ce que je franchis le pas ou je ne franchis pas le pas? Et pour certains, finalement, plutôt que il y a une vraie prise de risque quand même à changer d'emploi, effectivement, quand on a passé... pour certains, 10 ans, 15 ans dans le même emploi. Et finalement, pour certains, plus que de changer d'emploi, la prise de décision qui va être la leur, ça va être d'aménager, de trouver un aménagement, soit dans leur temps de travail, soit de s'investir ailleurs, hors du cadre professionnel. Je ne sais pas, reprendre, faire une activité, un hobby qui va effectivement mieux les satisfaire. Bien, merci beaucoup, Catherine Negroni, d'avoir accepté de répondre à ces questions et de nous avoir éclairé sur cette question de société qui, je vous le disais, depuis une vingtaine d'années, s'amplifie. Enquête de région, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet france3hautefrance.fr. À très bientôt.